Impeccable. Super. Donc, je vais me mettre à parler pendant 30 minutes sans m'arrêter. Je vais vous expliquer dans un premier temps euh, ce qu'on va faire et ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, j'aurai besoin de votre attention, on va dire, de manière ponctuelle. Je vais vous dire quand c'est vraiment, vraiment très, très important. Sinon, le reste, en fait, si vous survolez et que vous avez des questions, vous pouvez me les poser en temps réel. Si jamais ça concerne en fait le point que je suis en train d'expliquer à l'instant T, et ben du coup j'y répondrai. Si ça fait appel à une notion que l'on verra plus tard, je vous le dirai à ce moment-là. Aujourd'hui, on va apprendre à faire plusieurs choses. Numéro 1, on va suivre étape par étape comment fonctionne Trimoji. Je vous le rappelle, Trimoji, ça va vous permettre normalement de faire un brief candidat de qualité avec vos clients pour que, à la fin, à l'arrivée, vous puissiez facturer plus vite vos missions. Pourquoi? Parce que vous avez des éléments de rassurage pour vos clients. L'idée, ça va être de se mettre d'accord sur la bonne personnalité recrutée dès le départ, selon différentes manières que l'on va voir ensemble. Et ensuite d'avoir une mesure des candidats, vous allez pouvoir superposer ensuite le besoin client avec les vrais candidats. Si d'aventure, vous avez une superposition qui n'est pas à votre avantage, d'accord? Ça peut arriver parce que vous êtes en manque de sourcing ou ce genre de choses et vous dites: «Bon, bah, en fait, ça correspond pas du tout aux besoins». Et ben, qu'à cela ne tienne, au lieu d'envoyer le rapport comparatif, vous envoyez juste l'analyse de la personne en disant: «Mais regarde, en fait, il est comme ci, comme ça» et cetera et cetera. Ça, c'est en dernière mesure. Ensuite, une fois que vous avez créé le persona, donc vous avez fait la définition des besoins précises en termes de soft skills et de savoir-être, vous allez pouvoir passer à envoyer le questionnaire. Là, on va aujourd'hui apprendre à mettre en condition, mettre en situation les candidats, à quel moment du recrutement on va le déclencher, ce questionnaire, pour aller récupérer la data la plus objective possible. Ça va être la clé de la réussite. De mettre en condition la personne pour qu'elle soit le plus rassurée possible et qu'elle ait l'impression que c'est dans son intérêt d'être le plus objectif possible et d'être le plus honnête possible dans les réponses à ces questions. Et je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc, ensuite, on verra comment on analyse l'entièreté d'une analyse en détail, tac, 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 et l'heure et demie sera passée. La prochaine fois, je vais vous apprendre à comparer les candidats. Donc superposer les gens les uns par rapport au-dessus des autres. Voir les différences selon différentes représentations issues de l'état de l'art. Je vais vous apprendre également à construire des rapports comparatifs entre candidats. Et je vais vous apprendre également à interpréter l'autosélection et le parcours de test. Parce qu'il y a un moment donné dans on va dire la passation du questionnaire, il y a à peu près 5% de personnes qui tombent dans ce qu'on appelle l'autosélection. C'est-à-dire que la personne, quand elle va répondre, elle va commencer en 3 minutes, elle va être orientée sur le test de 15 minutes, et ben dans certains cas, des personnes sont amenées à aller sur ce qu'on appelle un processus d'autosélection. C'est-à-dire que la personne est tellement pas en accord avec son résultat précédent qu'on va lui dire: «Ah bon, OK, d'accord, très bien, bah, montre-moi, en fait, qui tu es dans une liste de profils et on va voir après derrière». Et l'idée, l'enjeu, là, la prochaine fois, ce sera de connaître toutes les notions que je vais vous apprendre aujourd'hui pour pouvoir ensuite interpréter comment la personne est et ce qu'elle pense être. Pour pouvoir ensuite les superposer et dire: OK, d'accord. Bon, en fait, tu pensais être comme ça, mais en fait, tu es comme ça». D'accord? Ça, c'est l'évolution 2 du Pokémon. Donc, aujourd'hui, je repars en arrière. Donc, on va voir ensemble comment on crée un persona. Alors, rien de plus simple. Bam, je clique sur créer un persona. Il y a 4 façons de créer un persona. Là, on va en voir 3 immédiatement et ensuite, je vais vous montrer la semaine prochaine la 4e façon. D'accord?
qui est encore la version la plus évoluée. Globalement, on peut créer un personny avec son client en disant, bah voilà, quels soft skills tu attends chez la personne. Et du coup, ça va l'entraîner dans un entonnoir de sélection. Ensuite, on a utilisé un modèle à partir d'un métier. Ensuite, à partir d'un métier, on a une sélection de profils. On va regarder le détail, on va sélectionner un profil et ensuite on va pouvoir l'ajuster. Et ensuite, on a envoyé un lien. Là, toute personne disposant de ce lien peut créer un personny. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer ce lien carrément à votre client pour qu'il puisse le définir lui-même de son côté s'il a envie d'y passer la journée dessus. Vous pourrez récupérer son information, le comparer par rapport à ce que vous avez défini. Vous pouvez faire les trois si vous voulez avec votre client. Et ensuite superposer les personnies, les attentes de votre client pour voir qu'est-ce qui est vraiment attendu. Là ici, c'est guidé. Là ici, c'est encore plus guidé. Et là ici, c'est lui qui fait, lui ou elle. Et vous pouvez superposer les trois et dire, ah ben en fait, dans les trois, tu cherches quelqu'un d'intuitif. Ou dans les trois, tu cherches quelqu'un de diplomate, ou etc. etc. Ok? Donc là, on va commencer par le premier. Et une fois que vous avez créé un personny, il se retrouve dans la base de données des personnies. Donc pour retrouver personny, on peut cliquer ici, ou sur la page de défaut, on peut cliquer sur le bouton bleu. On arrive sur cette page qui sélectionne automatiquement sur ce volet du menu. Je peux rechercher ensuite les personnies que je veux. Par exemple, si je cherche des commerciaux, bah du coup, hop, ça me sélectionne tous les responsables commerciaux que j'ai créés en personny. Une fois que j'ai mon personny est créé, je peux simplement cliquer dessus, créer une campagne, rechercher un profil similaire dans la base, voir le personny et voir la fiche d'information. La fiche d'information, c'est les noms, prénoms, c'est par contre, pardon, le nom du job, le secteur d'activité, le service, le poste et l'entreprise. Quand j'ai les informations externalisées, par exemple, je peux avoir les informations de mon client. Je vais regarder si j'en ai un là. Je peux les modifier à tout moment. Hop. Non, j'en ai pas. Je peux pas vous montrer. Appel 2, responsable Apple. Non, et lui non plus. Bon. En gros, si vous utilisez ce lien externalisé, quand vous l'envoyez dans le personny, quand vous cliquez sur fiche d'information, vous avez le nom, prénom, mail, téléphone de votre client. Il est saisi une fois que pour vous envoyer le personny. Comme ça, vous savez de qui ça vient. Ok, je vais créer un personny ici. Si je suis avec mon client, si jamais d'aventure vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous pouvez aussi faire contrôle molette vers le bas ou alors aller dans votre navigateur en haut à droite et diminuer le zoom et mettre à 100, 110, 80 en fonction de la taille de votre écran. Une fois que vous avez les trois devant, vous pouvez demander à votre client, bah voilà, comment tu attends la personne qui va intégrer ton équipe au niveau du personnalité. Voilà. Vous pouvez amener la chose en disant voilà, je viens de m'équiper d'un outil intéressant qui me permet en fait de faire une définition des besoins beaucoup plus précise. Vous pouvez partager cet écran avec votre client en lui disant voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans tout ça. Alors on peut dire voilà, ça c'est des soft skills qui s'opposent, c'est-à-dire on est soit esprit pratique, soit intellectuel, soit diplomate, soit spontané. Alors, parfois, on peut être les deux, bien évidemment, donc c'est pour ça qu'il y a une case indifférent. Par contre, ça va obliger à faire des choix sur certains éléments. Et ces choix-là ne sont pas figés, hein. On peut toujours les modifier a posteriori, mais ça va orienter la décision dans une voie plutôt qu'une autre. Donc là, par exemple, je sais pas, allez Laura, quel type de poste on va aller chercher à ton avis? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce qu'on va aller sourcer? Qu'est-ce que tu sources en ce moment et qu'est-ce que tu recrutes en ce moment comme poste? Là, tu as un micro coupé. J'avais oublié. Un développeur web, disons. Un développeur web. Alors, le développeur web, il doit être comment? Ah, c'est pas facile. Je dirais déjà qu'il doit être. Mais il doit être beaucoup de choses. Je dirais déjà. Tu dis quoi? Il doit être disponible. Ce serait bien, ouais. Rationnel, je pense. D'accord.
Il est où le Il rationnel? il est tout en haut, à droite. Exact. Donc là, tu vois, Et je viens de sélectionner. Et du coup, mmh, il y a des choix qui se limitent en dessous. Si je veux revenir en arrière, j'ai juste à appuyer sur annuler ici. Hop, et je reviens OK. en arrière. Et là, du coup, je commence à rentrer dans mon entonnoir. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est un travail, par exemple, tu peux guider ton client en disant, est-ce que c'est un travail en équipe ou est-ce que c'est un travail tout seul? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit gérer pas mal d'urgences ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit organiser son travail à la semaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être organisé ou plutôt créatif? Est-ce que c'est plutôt du back? Est-ce que c'est plutôt du front? Est-ce que est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'introverti, d'extraverti? Est-ce qu'on a plutôt à faire un lead dev ou un dev classique? Plutôt lead dev. Lead dev, donc du coup, il va falloir qu'il manage. Mmh. Donc, est-ce qu'on a Je envie dirais d'un... plutôt polyvalent. Un management polyvalent plutôt. Ok. Ensuite, on a esprit d'équipe, j'imagine. C'est mieux. Ok. Je passe à l'étape suivante. Là, on a des soft skills qui sont indiqués. On va aller les pondérer à la hausse. Donc là-dedans, qu'est-ce qui est le plus important? Mmh, je dirais qu'il soit indépendant, ce serait pas mal. Ok. Enfin, ouais, indépendant dans le sens autonome surtout, mais bon, je pense que ça marche. Ah, Je pense tu- imaginatif aussi. imaginatif, il est où? Il est là. Ouais. Donc indépendant, imaginatif, tu m'en as dit un troisième, non? Et j'avais dit autonome, mais il n'y a pas autonome ici en fait. C'est Non. pour ça que j'ai dit indépendant. Ok. Bah, je pense organisé sinon. Voilà, Organisé. Hop. Ok. c'est déjà pas mal. Donc là, on arrive sur une étape de cartographie de la personnalité. Donc là, on voit qu'on a 60% de calme, 40% de social, 34% d'esprit pratique, 66% d'intuitif, 60% de logique, etc., etc., etc. Est-ce que cette répartition, si tu y vas, on va dire, quelle est la soft skills ici, si tu les lis toutes, Mmh. qui est la plus importante pour toi que le développeur que tu sources doit posséder? Euh, je dirais peut-être la logique. Donc logique, donc je l'augmente logique. Hop, je vais l'augmenter à 80%. Donc là, tu vois, j'ai augmenté Mmh. mon rationnel, mais j'ai perdu de l'empathie. C'est bien ou c'est pas bien? C'est compliqué. Trop de questions. Euh, En fait, ça apprend à ton client que on peut pas tout bah, avoir. il peut pas tout avoir dans la vie. Et les moutons à cinq pattes, et bah, du coup, c'est plus possible maintenant. Mmh. C'est dommage. Il va Ça falloir serait faire bien des... d'avoir tout. Ah oui, mais il faut faire des choix dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on va... tu m'as dit un lead dev. S'il n'a pas beaucoup d'empathie, le lead dev, ça va Mmh. être compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué. Je pense que du coup, il faudrait qu'il ait un peu plus d'empathie quand même. Alors, on va remonter l'empathie. On lui met à combien l'empathie? Je pense 50, c'est déjà pas mal, là. Allez, on va lui mettre à 50. Tac. Ok. C'est bien d'avoir quelqu'un voilà, d'équilibré. Ok. Ensuite, Hmm. Bah, plutôt calme ou plutôt social? je pense que là, comme ça, c'est pas trop mal. Entre calme social. Ok. Ouais. Intuitif, intuitif, c'est quelqu'un qui prend rapidement ses décisions. Et esprit pratique, c'est quelqu'un qui apprécie le concret et les faits. Ouais, il faudrait quelque chose d'un peu plus équilibré entre les deux, je pense. Comme ça? Voilà, là, ça fait. C'est peut-être un peu trop d'esprit pratique. Ouais, peut-être plus comme ça que 50 aussi, j'aime bien 50. Comme ça, il perd pas trop sur le reste. Ok. Là, donc, du coup, ce qui dénote du profil, c'est qu'il est calme, hein, qu'il apprécie les règles et qu'il est ordonné. Le reste, il est à peu près middle partout. Bah, ça me paraît déjà pas trop mal, hein. Ok. Là, on n'a pas un profil très tranché, hein. On a un profil hyper plat, entre guillemets. Mais c'est pas grave. Donc là, on indique le nom de la société, ce serait pour qui? On peut mettre n'importe quoi comme entreprise, hein. Bah, on a qu'à juste laisser Smart Profile tout le temps. Comme ça. Donc, je vais mettre ça, Smart Profile. Secteur RH et recrutement. Hop, service, du coup, c'est pour... RH, il y avait.
Ouais, mais là, le profil. Ah oui. Et pour dev, donc du coup, ça va être Internet, non, j'imagine. Informatique. Hop. Et là, c'est lead dev. Ouais. Sauvegarde le profil. Donc là, j'ai sauvegardé mon premier profil. Donc, je peux faire 3 choses. Je peux lancer une campagne à partir de ce Persony. Je peux éditer ce Persony et l'envoyer au hiring manager pour finir le brief candidat. Et je peux rechercher dès maintenant un candidat dans mon vivier de talent Trimoji. Plus j'aurai un vivier de talent important, plus j'aurai de chances de tomber exactement sur le profil que je veux. Donc qu'est-ce que je fais là? J'édite le Persony pour l'envoyer au hiring manager et finaliser mon brief, vu que je suis avec lui au téléphone. Donc là, je vais aller ouvrir, donc je vais recharger ma page pour que ça se mette à jour. Et ici, j'ai mon lead dev chez Smart Profile. Organisateur efficace. Déjà, ça me plaît pas mal, organisateur efficace. C'est plutôt pas mal. Je fais voir le profil. Tac. Et je retrouve mon profil ici et ma sélection que je vais pouvoir envoyer à mon client. Ensuite, je vais pouvoir potentiellement aller rechercher un profil similaire dans la base directement. Donc ça va aller charger le profil ici et ça va aller me classer ma base de données en fonction des analyses. Donc là j'ai 91% de match et là 92. Si je clique, donc là j'ai des patterns, tu vois, qui se superposent quasi à la perfection. Et plus je descends, plus je vais avoir des profils qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Par exemple, le bleu et l'orange, tu vois, que je viens de rajouter à la fin. Donc ça permet quoi? Ça permet de pouvoir dire, voilà, j'ai sourcé des profils. Bon, après, ça, c'est dans la base de données, dans le vivier candidat. Mais ça permet aussi de dire, voilà, regarde, factuellement, je vais t'envoyer tous ces candidats-là, ou un ou deux candidats qualifiés, que vous avez validés en termes de compétences techniques. Et là, en termes de savoir-être, on est pas mal. Voilà qui je te propose. Donc du coup, ça peut rassurer. Je finis. Donc ça, on a créé le Persony d'une première manière. Ensuite, on peut utiliser un modèle. Utiliser un modèle, ça revient à sélectionner un métier. Donc sélectionner un métier. Donne-moi un métier, Eleonore. N'importe lequel. Gestionnaire de paye? Gestionnaire de paye. Administrateur, gestionnaire. Hop. Donc là, j'ai plusieurs propositions. Tu vois, donc là, voici le modèle conseillé pour le métier sélectionné. Vous pourrez, dans un second temps, ajuster les soft skills selon vos besoins. Voici les profils qui me sont proposés. D'accord? Donc du coup, je vais pouvoir rentrer dans chacun des profils et voir qu'est-ce qui me plairait le plus. Donc là, j'ai aussi la représentation des profils selon les différentes personnalités. Donc là, j'en ai un qui est comme ça. J'en ai un qui est comme ça. Là, tu vois, ils se ressemblent sur le côté social, esprit pratique, coordonnées, etc. Il y en a un qui est plus logique que l'autre quand même. Ensuite, créateur ouvert d'esprit. Ensuite, j'ai un protecteur humble. Et ensuite, j'ai un organisateur efficace. Donc là, comme ça, si vous arrivez à déterminer ce qui est intéressant pour vous, en tout cas dans l'analyse, vous pouvez déjà vous faire un choix comme ça. Ensuite, vous pouvez regarder dans le disque. Voilà, j'ai un peu de tout. Là, j'ai un gestionnaire fiable, j'ai un ambassadeur persévérant. Enfin, je suis dans les 4 couleurs. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces 4 cases-là, j'ai des gens potentiels gestionnaires. Il va falloir aller regarder dans le détail et le disque, c'est pas assez précis. Ici, dans le Big Five, je vais pouvoir aussi également comparer les profils. J'en ai qui seront extravertis, conscienciosité. Ça vous parlera, ça, quand on va rentrer dans le détail de l'analyse. Et vous pourrez mettre en avant les compétences que je vais vous apprendre là tout à l'heure pour défricher l'analyse sur différentes représentations. Ok? Donc là, on est quand même dans cette partie-là, entreprenant, conventionnel, réaliste, plutôt classique. Une fois que j'ai ces profils, je vais pouvoir aussi rentrer à l'intérieur des profils en cliquant sur la petite loupe. Donc
Donc là, j'ai quelqu'un de pratique, ordonné stable, etc. Les types de carrière, les environnements favorables, les environnements évités, les soft skills positifs et les soft skills attention. Et je peux rentrer comme ça hein, dans chaque élément de l'analyse. Tac. D'accord? Et je peux faire mon choix. Bon, là, si on passe pas trop de temps dessus, Éléonore, on prend lequel, à ton avis, lequel ferait un bon gestionnaire de paix? Bah, moi, je dois avouer que j'ai du mal à mettre des candidats dans des cases dans des cases en fonction de justement tous ces critères-là. Je suis pas du tout fermée aux tests de personnalité, au contraire, mais je trouve que c'est difficile de dire, bah voilà, le candidat idéal, il serait comme ça, parce que je trouve que justement, ce qui vient faire la richesse d'une équipe, c'est bien la diversité des équipes. Exactement. Mais donc, si je dois donner une réponse, pour être du coup tout à fait objective, moi je dirais que ce serait soit un gestionnaire fiable, soit un organisateur efficace, parce que la paye, ça demande quand même d'être consciencieux, minutieux, d'être parfaitement organisé, parce que surtout quand on est dans un cabinet où on est sur du multi-conventionnel, c'est quand même complexe la paye. Ouais. Donc voilà ce que je dirais. Ici, tu vois, je vais vous apprendre à analyser les emojis après aussi. Donc là, j'ai quelqu'un qui respecte les process, qui est plutôt polyvalent. Ici, j'ai quelqu'un qui respecte les process, qui aime bien l'argent et qui fait les choses par anticipation et aucune spontanéité. Ici, j'ai en gros la version extravertie de la personne qui prend beaucoup d'informations avant de se décider, qui prend les décisions de manière logique et qui respecte les règles et les process. Ici, j'ai la version introvertie de quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour prendre des décisions, la version logique et qui respecte les règles. Donc en gros, est-ce que tu es un extraverti ou tu es un introverti pour ton gestionnaire? Bah, je sais pas trop là pour le coup, parce que je pense que, Tu vas travailler avec les gens? je mettrais au hasard. Bah, ça dépend. Il y a des gestionnaires de paye complètement autonomes, d'autres en équipe. C'est toujours mieux de pouvoir travailler en équipe, mais Ouais. Eh ben, je sais pas regarde. trop là, un petit peu au hasard. Je vous laisse. On va je vous laisse sélectionner le choisir ça. gestionnaire de paix. Et là, de la même manière, en fait, ça a préchargé un modèle un modèle sur les 12 soft skills que l'on a. Et ensuite, là, on peut affiner. En fait, c'est juste que ça précharge un modèle sur lequel tu vas pouvoir affiner. Voilà. Donc, c'est juste que ça l'a mis en social, esprit pratique, logique, respecte les règles, rationnel et ordonné. Bon, c'est ce qu'on demande un peu à un gestionnaire quand même. Oui. Mais là, j'ai la version, tu vois, introvertie. Je peux avoir la version extravertie ou la version extravertie. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Bah, je trouve que les deux correspondent bien à un gestionnaire de paye. Hein, donc, Samia, toi qui as l'expérience des gestionnaires de paye, tu dirais quoi? Bah là, il faut que ça soit sur un profil extraverti, parce qu'elle travaille en équipe. Et donc, il faut que ce soit quelqu'un qui a l'habitude quand même de parler facilement des dossiers. Ok. Donc, tac. Tac. Hop. C'est administratif, du coup. Oui. Administratif, comptable. Ok, j'ai mon deuxième profil. Ensuite, je vais pouvoir aussi, à la fin, envoyer un lien. Ce lien-là est généré et je vais pouvoir le copier et l'envoyer dans un modèle de mail en disant, par exemple, bonjour, comme convenu, voici un lien qui vous permettra de réaliser le profil attendu pour le poste de gestionnaire de paix. Nous en discuterons lorsque vous aurez terminé, ou par exemple, tu peux dire quelque chose, n'hésitez pas à me relancer une fois que ce sera fait, ou ce genre de choses. Et comme ça génère un rendez-vous avec le client. Ça peut être aussi en démarchage commercial. Hein. On peut aussi l'envoyer comme ça, hein, en disant déterminer le profil que vous voulez. Je vais regarder dans ma base de données si je l'ai. C'est en
pour vous, vous pouvez faire un multi-posting sur ce truc-là. Et vous, ça vous prend littéralement 2 clics sur votre plateforme. C'est quand vous aurez 200, 1000, 2000, 3000 candidats, vous pouvez ranker toute votre base de données en 2 clics à partir du besoin client. Ça serait top. Donc, la rapidité d'action, elle est quand même folle. Donc du coup, là, la personne reçoit le mail, elle clique dessus et elle arrive sur du coup, création d'un personnage. Bienvenue dans l'espace de création d'un personnage. Indiquez votre société. Du coup, là, je vais mettre, je sais pas, un nom d'entreprise. Je vais mettre un nom d'entreprise. Vous avez une idée? Je suis à sec total. Fiducial. Allez, fiducial. Fiducial, tac. C'est de la banque. Non, fiducial, c'est de l'audit. On recherche quoi comme poste? Toujours pareil. Ouais. Un chargé de Oui. communication. Allez hop. Oui, très bien. Chargé de com. Je passe l'étape suivante et du coup la personne arrive et pareil de la même manière. Empathique, esprit créatif, c'est bien gérer l'urgence, travail en équipe, c'est nickel. La recherche de l'harmonie, ouvert d'esprit, diplomate, esprit d'équipe, allez hop. J'aimerais qu'il soit beaucoup plus flexible que ça. J'aimerais qu'il ait une spontanéité de fou. Qui sont intuitifs quand même. Beaucoup plus intuitifs. Ouais. Je vais pas pouvoir l'avoir celui-là. Tant pis. Bon, je me mets comme ça. Hop là. Tac. La personne va remplir ses informations. Donc c'est qui le PDG de Fiducial? Aucune idée. Christian Latouche. Hop. Latouche. Allez hop. Mon petit Christian. Tac. Cri d'amour 69 arrobase hotmail. J'espère qu'il n'est pas pris ce mail. Tac. Et tac. Voilà. J'en ai mis 2 de plus. Il envoie. Tac. Et du coup, vous, dans votre profil, vous avez juste à recharger votre base de données. Ouais. Et hop, j'ai chargé de com fiducial, c'est pas magnifique? Et en plus, je sais que ça vient de Christian Latouche, fiducial, son mail et son téléphone. Ok. C'est top. Ouais. Et donc du coup, je vais pouvoir rechercher un profil similaire dans la base. Est-ce que on a quelqu'un qui répond aux besoins? J'ai Sonia Lorenzo, Marjorie Poutot. Hop là, hop là, hop là, hop là. Bon c'est parti. Je clique ici, je consulte la fiche et je lui passe un coup de fil. Je clique ici, je consulte la fiche et je lui passe un coup de fil. D'ailleurs, Marjorie Poutot, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ressources humaines, digital RH, assistante de direction, responsable de location chez Loxam. D'accord. C'est assez simple. Et puis ça, on peut le sortir, on peut cliquer là, copier l'image et puis on le met dans un rapport assez facilement. Ok. Alors moi, la question que je voulais poser, là, on crée bien une campagne, par exemple, de chargé de com, et on est bien d'accord que les candidats qu'on a en dessous, c'est bien des chargés de com. On ne se retrouve pas avec toute la base. Alors pour ça, il va falloir en fait déterminer ce qu'on appelle des campagnes. Et ça va être dans la deuxième partie de la formation d'aujourd'hui, c'est comment j'envoie un questionnaire pour pouvoir faire en sorte de pouvoir filtrer ma base. Parce que là, effectivement, ça, j'ai rien filtré du tout. Voilà, c'est pour ça. En revanche, vous voyez, à côté de chaque carte, il y a des tags ici. Cabinet esthète, team building, coach sportif, client alpha, etc., équipe 1.2, etc., etc. Du coup, là, l'équipe 1.2, par exemple, je vais pouvoir prendre le tag équipe 1.2. Hop, et je sais qu'il me reste qu'une seule personne là-dessus. Et donc, du coup, je vais pouvoir regarder cette personne-là avec mon besoin. D'accord? Et là, je vais vous apprendre maintenant à générer ces petits tags qui sont très très pratiques.
pour pouvoir filtrer votre base, soit en fonction de où vous l'avez sourcé, soit en fonction des compétences techniques ou ce genre de choses. Sur chacune des cartes, il y a 3 petits boutons. Vous pouvez le faire à la main si vous voulez, dans un premier temps. En disant, voilà, lui, il a le permis B. Hop. Je l'ai sourcé sur LinkedIn et il est à, je sais pas, Versailles. Du coup, j'ai créé des petits tags sur sa carte. D'accord? Ce qui me permettra de filtrer après par la suite. Ça peut être long quand vous avez une grosse campagne qui vient d'arriver. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de créer des liens de campagne automatiques. Donc, quand on envoie le questionnaire, il y a 3 façons d'envoyer le questionnaire. Je clique ici. J'ai copié le lien général. Donc là, j'ai un lien générique qui est rattaché directement à votre base de données. Même si la personne ne met pas son bon mail, même si la personne ne met pas son bon prénom, même si la personne ne met pas son bon numéro de téléphone, vous aurez la carte qui sera créée quand même, si la personne elle vient de ce lien. D'accord? S'il fait une faute dans son mail, vous l'aurez quand même. S'il fait une faute dans son téléphone, vous l'aurez quand même. S'il fait une faute dans son nom et son prénom, vous l'aurez quand même créé. Vous pouvez aussi modifier après a posteriori. En fait, on est rattaché à la session, on n'est pas rattaché au mail. Comme la plupart des outils d'assessment où vous avez besoin du mail pour pouvoir envoyer quelque chose, là, non. La personne, elle clique sur le lien et bam, c'est parti. Donc, on peut aussi télécharger un QR code. Si vous faites des rendez-vous en physique, ça peut peut-être permettre de le mettre dans la salle d'attente et la personne peut le faire pendant qu'elle est en train d'attendre. Ça, c'est possible aussi. Si vous travaillez en télétravail, ça sera peut-être pas le must. En revanche, une des meilleures méthodes pour faire prendre confiance dans l'outil votre client, c'est de lui envoyer ce lien-là ou de lui envoyer le QR code rattaché à une campagne pour qu'il puisse le passer avec son équipe. Et si le client retrouve la personnalité de ses collaborateurs et collaboratrices dans les analyses, alors là, vous avez tout gagné parce que du coup, il a pris confiance dans l'outil. Et je dis pas que ça va être le cas à 100% des cas, parce qu'il y aura forcément des gens, comme d'habitude, qui sont plutôt réticents au changement ou ce genre de choses. Ça peut arriver. En revanche, quand vous avez loqué un client qui vous fait confiance sur ce truc-là et qui se dit « Ouah, c'est fou, c'est exactement ça mes collègues », alors qu'il les connaît, et ben du coup, là, vous avez un élément de rassurage qui est hyper puissant. Le deuxième niveau de ça, c'est d'aller ensuite lui sortir les analyses de compatibilité entre les personnes, pour voir le type de relation entre les personnes. Et s'il découvre que effectivement on est sur ce type de relation, là vous avez encore plus gagné parce que demain vous enverrez un profil ou deux. La personne vous demandera si c'est compatible avec l'équipe, vous direz oui, regarde, je te le montre sur la plateforme, et là, du coup, vous pouvez maximiser, optimiser votre chiffre d'affaires parce que il va vous prendre plus de profils, alors qu'initialement, vous en avez pris qu'un. Donc, ensuite, la deuxième façon d'envoyer, c'est par mail, classique, classique, vous mettez le mail, @xmail.com, et dès que vous appuyez sur envoyer le test, elle l'envoie automatiquement. Je vais faire un exemple. Par exemple, si je mets guillaume.orel plus smartprofil @gmail.com, j'envoie le test. Tac. Alors nous, en interne, on appelle ça des tests de personnalité, mais pour les candidats, il faut appeler ça des questionnaires ou des inventaires de personnalité. On n'emploie pas le mot test. Donc là, je vais même le mettre dans le chat. Test. Mot test interdit. On remplace. C'est interdit par la législation, ou tu penses que c'est juste pas terrible de dire test? C'est juste que, en fait, dans le test, il y a une notion d'échec dans le mot test. D'accord. Il y a, on remplace par le mot questionnaire ou inventaire de personnalité, au lieu de dire test de personnalité. Il y a 4 éléments à sortir à votre
à votre candidat avant de lui envoyer une analyse. Le premier élément, ça va être de dire qu'il passera à l'étape d'après, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, par exemple, en vue de préparer notre rendez-vous de la prochaine fois, voici un petit questionnaire très rapide qui nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur toi. D'accord? Qu'est-ce que je viens de donner comme information? Que, en fait, quoi qu'il dise ou quel qu'il raconte sur son analyse, il y aura un rendez-vous. Donc, du coup, il n'y a pas de notion d'échec. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Tu auras accès aux résultats à la fin. Et tu pourras donner ton avis sur le résultat. Ce que je viens de faire, je viens de le rassurer. Je viens de lui dire, je ne vais pas te mettre dans une boîte. Tu auras accès au même titre que moi au résultat, et en plus de ça, tu vas pouvoir dire si tu es d'accord ou pas d'accord avec l'analyse. Donc, personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents, reste à savoir comment. On a la possibilité, excusez-moi Aurélien, j'ai une petite question. Est-ce qu'on a la possibilité de faire partir des messages types directement de Trimoji? En fait, dans le message type que l'on a aujourd'hui, il y a déjà ces éléments dans l'assurance quand on l'envoie par mail. Par exemple, ici, c'est voilà. Ce questionnaire permettra de découvrir vos soft skills grâce à une analyse très simple à comprendre qui sera affichée à la fin. Vous aurez également la possibilité de donner votre avis sur votre résultat d'analyse et d'indiquer avec quoi vous êtes d'accord ou non. Il n'existe pas de mauvaise réponse, le résultat doit servir de support d'échange. Toute l'équipe Trimoji vous souhaite une expérience aussi rapide que ludique. D'accord. Donc on met ces éléments de rassurage dedans. Mais en gros, c'est si vous voulez le faire partir avec votre mail à vous, il faut que ces éléments-là soient dedans, ou en tout cas vous les ayez dit à l'oral. Donc il ne sera pas bloqué dans l'étape de process de recrutement, c'est pas un outil de sélection. 2, il aura accès au résultat et pourra donner son avis sur le résultat. 3, ça servira de support d'échange pour la prochaine étape. Et 4, les résultats permettront de trouver des personnes qui potentiellement auront les mêmes façons de fonctionner. D'accord. C'est-à-dire que là, dans ces 4 points-là, c'est dans l'objectif de faire notre entretien la prochaine fois. Voici un petit test très rapide sur lequel tu auras un droit de regard à la fin, sur lequel tu pourras dire si tu es d'accord ou pas avec l'analyse. Ça servira de support d'échange pour notre prochain entretien et ça nous permettra aussi de trouver des personnes qui auront potentiellement les mêmes façons de fonctionner que toi. Donc réponds avec le plus d'honnêteté possible parce que ça te servira autant à toi qu'à moi. Moi pour trouver ton équipe idéale et toi pour trouver ton équipe idéale. Et là, normalement, avec ces 4 éléments-là, vous avez rassuré suffisamment la personne pour qu'elle vous donne des éléments factuels, objectifs et pertinents pour pouvoir tout simplement comparer avec le brief candidat que vous avez fait avec votre client. Ok? Il peut y arriver. Si ces étapes-là ne sont pas faites, et si vous envoyez un questionnaire comme ça à quelqu'un, la potentialité, c'est que la personne ait peur, en fait. La personne ait peur et donc du coup elle a tendance à dire n'importe quoi pour correspondre à ce que vous avez à l'image que vous avez d'elle. Et donc du coup là vous pouvez avoir des surprises. Mais normalement, quand on regarde une analyse, on peut aller détecter ces écarts. Et ça, Mais c'est vrai qu'on a tendance à, enfin en tout cas en tant que candidat, on peut penser que on va moins répondre objectivement si on s'imagine que ce test il a pour vocation de nous mettre dans une case et Exactement. Et que ça va nous porter défaut. Si par exemple tous nos défauts ressortent, on a peur de ne pas être sélectionné pour ça. Donc en effet, vos conseils, Aurélien, sont pertinents parce que si on n'est pas aussi transparent avec le candidat et qu'on ne le rassure pas en amont, il va forcément répondre de sorte à ce que il va répondre en se disant, en ne donnant pas les réponses qu'il aurait données normalement. C'est ça. Il va essayer de correspondre à l'image qu'il en a de la personne idéale pour ce poste. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un biais de désirabilité sociale. D'accord. Intéressant.
La désirabilité sociale définie comme la tendance qu'ont les individus à vouloir se présenter sous un jour favorable. C'est une étude qui date de 89, donc c'est pas nouveau. Et ne reporter les informations qui le feraient mal voir. À ne pas reporter les informations qui les feraient mal voir. Donc du coup, effectivement, sur ce biais de désirabilité sociale, si par exemple je postule à un poste de comptable, et bah du coup, dès que j'ai une question où je vais sentir qu'il y a de l'organisation, ou qu'il y a, il faut être dans les règles ou ce genre de truc, et bah du coup, je ferai attention à répondre de la manière favorable. Ok. Donc, il faut mettre la personne dans les conditions. C'est 50% du job là, de mettre la personne dans les bonnes conditions avec ces quatre étapes. Je les répète, passera à l'étape d'après quoi qu'il arrive. Tu auras accès aux résultats, tu pourras donner ton avis. Ça servira de support d'échange et les résultats permettront de trouver les personnes qui auront les mêmes façons de fonctionner que toi. Ça te servira autant à toi qu'à moi. Parce que moi, mon but, c'est que je te trouve la boîte idéale. Parce que j'ai pas envie que tu me reviennes dans 2 mois. Donc répondre plus honnêtement possible. Donc, je peux copier le lien général, je peux envoyer par email et je peux aussi créer un lien paramétrable et c'est là où on rentre dans le game. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir créer un lien spécifique. Donc, par exemple, pour une campagne. Donc, ça peut être une campagne, par exemple, je peux prendre le poste ou le nom d'un client, par exemple, Fiducial, là. Hop. Là, je mets Fiducial, Fiducial et puis le titre du poste, comptable, mettons. Je vais mettre le tag, je vais créer un tag fiducial. Je vais rajouter ici et je vais créer un tag comptable. Et je vais ajouter aussi ici. Et puis ça, je peux aussi dire, bah ça va être le lien que je vais utiliser que sur LinkedIn. Et sur une population déjà en poste, par exemple. Voilà. Donc du coup, je vais forcer le test. Alors je lui laisse le choix entre le 3 et le 15 minutes parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. J'autorise le candidat à donner ses résultats et donner son avis. Oui. J'autorise le téléchargement du CV? Non. Allez, pas forcément parce que je sais que je vais aller chercher les sourcer sur LinkedIn avec des trucs, des posts bien carrés où ils ont déjà une expérience. Je génère le lien. Donc là, j'ai ce lien-là que je peux envoyer directement dans une conversation LinkedIn, dans une messagerie automatisée, ou je peux aussi faire un QR code. Mais bon, là, le QR code, il a un peu moins de sens pour cette partie-là. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux faire tac. Je vais sur LinkedIn, je parle avec quelqu'un, mettons. Et je vais parler à mon dossier. Je lui envoie le lien. Et c'est directement sur LinkedIn. Et là, il peut passer. Voilà, il peut cliquer. Et du coup, il a accès au questionnaire. Il peut remplir ses informations. Il peut mettre qu'il est une femme, un homme ou autre, son année de naissance. Continuer. C'est le test rapide ou le test complet. Et donc, du coup, il peut commencer à répondre. Et il répond. Ainsi de suite. Tac, tac, tac. Ça génère la question d'après. Hop, c'est bon. Tac, mettons que je suis d'accord avec tout. On ira beaucoup plus vite comme ça. Et là, j'ai accès à mon résultat. Très bien. Et du coup, vous, bah, une fois que vous avez fait ça, bah, en fait, il vous suffit juste de recharger la page. Alors là, ça va recharger la page sur le profiling, mais du coup, je peux l'enlever. Voilà. Et là, du coup, j'ai une carte qui a été créée, Aurélien Guillon, LinkedIn, fiducial, comptable, déjà en poste. Donc demain, potentiellement, je vais aller sur mes personnies, je vais prendre mon gestionnaire de paie, je vais rechercher un profil similaire dans la base, ça va me charger toute ma base de données, je vais aller dans Tag, je vais aller chercher mon comptable, et ensuite, pareil, en retournant dans Profiling, le vrai profil avec mon besoin, ainsi de suite. Est-ce que ça c'est clair du coup? Ok, super. J'ai lu sur tes lèvres. Ouais, c'est clair. Clair, c'est très clair. Ok, donc là on vient de voir comment on crée un personi de plusieurs manières différentes. Il existe une 4e manière de créer un personi que l'on verra la prochaine fois, qui consiste en fait à apprendre
des personnes déjà en poste. Ça, c'est la version ultime du Persony. C'est-à-dire que, rapidement, je vais vous le montrer, mais c'est de la donnée purement objective et purement apprentissage. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sur 3 personnes, mettons ces 3-là, et je vais pouvoir créer un Persony à partir de cela et dire, bah voilà, par rapport à l'attitude et la performance, je vais pouvoir entraîner un Persony par rapport à des données objectives de performance et des données objectives d'attitude. Si j'ai pas de données d'attitude, je peux m'en remettre qu'à la performance, par exemple. Et du coup, ça crée un Persony avec la performance objective de chaque personne. Et donc, du coup, ça me crée un Persony apprenant, pondéré par rapport à la vraie performance observée sur le terrain. Et ce truc-là, je peux ensuite aller le comparer. En gros, j'apprends des meilleurs et des moins bons. Par exemple, eux, ils sont tous super. Si je rajoute, je sais pas, 4-5 personnes en plus dedans, là, je vais dire que celui-là n'a pas une super performance ou celui-là a une très bonne performance, et ainsi de suite. Et du coup, ça va me corriger mon, mon, mon Persony au fur et à mesure. Et ça va aller me l'affiner. Et ça va aller me faire ressortir quels sont les éléments du Persony les plus importants pour ce poste, pour réussir sur ce poste. Bah là, clairement, c'est l'intuition, l'empathie, la diplomatie et le calme. Ça, si vous arrivez à récupérer de la data objective comme ça chez vos clients, vous dites par exemple sur les entretiens annuels ou trucs comme ça peut être une mission de conseil RH qui vaut très très cher. Nous, aujourd'hui, on fait ça, on vend cette solution pour des sociétés qui veulent faire de la mobilité interne. Ils construisent chaque type de poste dans l'entreprise avec l'outil. Et ensuite, ils entraînent en fait tous les Persony. Et après, derrière, quand tu as une personne qui arrive à un entretien annuel, par exemple lui là, je fais voir le potentiel. Et du coup, ça va aller me classer son profil par rapport à tous les Persony que j'ai créés. Et ça va aller me chercher le type de poste qui pourrait le correspondre dans ma boîte en fonction de ce que j'ai appris, en fonction des personnalités pondérées avec les entretiens annuels. C'est balèze. Après, derrière, ça concerne que des entreprises qui sont de taille intermédiaire ou des grands groupes parce qu'ils ont la possibilité de former en interne et d'avoir des budgets formation pour pouvoir accompagner les collaborateurs sur plusieurs mois, voire plusieurs années à l'évolution professionnelle. C'est absolument pas le cas pour les PME. Parce que les PME, on veut de la compétence tout de suite. Ouais, mais par contre, c'est intéressant d'avoir le test par rapport à l'équipe, par rapport aux personnes qui vont travailler, par exemple avec le gestionnaire de paie ou responsable d'une agence. Oui. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que quand on est dans le constructeur d'équipe, du coup, on peut avoir une partie de matching. Par exemple, si, mettons, ça c'est mon équipe, d'accord? Ça c'est l'équipe qui est déjà en place, et je vais aller chercher voilà, je peux faire voir les filtres et je vais aller chercher mon comptable. Là, j'ai mon comptable Aurélien Guillon, là, et j'ajoute mon comptable dans l'équation, et je vais pouvoir aller regarder la compatibilité. Et ensuite, je vais pouvoir aller chercher mon comptable, donc Aurélien. Ça va me recalculer les affinités avec le reste de l'équipe. Et du coup, je vais pouvoir aller regarder quels sont les types de relations en cliquant dessus avec le reste de l'équipe. Et je vois que Aurélien, là, il a 61% de match avec le reste de l'équipe. Donc il s'entend même bien avec quelqu'un qui ne s'entend pas très bien avec le reste de l'équipe déjà. Donc il rétablira un peu un équilibre. Là, c'est bleu, c'est une relation correcte. Orange, c'est une relation faible. Et le vert, c'est une relation de match. Et quand c'est un vert très foncé comme ça, c'est un très gros match. Ouais. Donc, je vois pas les couleurs, moi. De quoi Attends, je vois pas. Ah ouais, les couleurs. Tu vois pas les couleurs? Non, je vois pas les couleurs. Moi, je les vois. Tu les vois pas là? Je vois les couleurs aussi, ouais. Moi, je les vois les couleurs, je les vois sur l'enregistrement. Bah toi, Samia, du coup, tu les vois pas? Après, si tu veux, en fait, la taille du cercle correspond au match avec le reste de l'équipe. Donc là, par exemple, 32%, ça veut dire que je fais la somme
et la moyenne de toutes les relations avec le reste de l'équipe, elle a qu'une seule relation bleue contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 relations orange. Relations à 30, 29, 44%. Elle en a qu'une seule à 48%, quoi. Lorraine, ça va être compliqué pour elle, à mon avis. Voilà. Ok, donc ça c'est une possibilité. Ensuite, vous avez plusieurs représentations, et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ta, 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 ta. Donc, quand vous avez créé votre personnie, envoyé le questionnaire, il va falloir débriefer avec le candidat. Donc là, vous allez recevoir tout un tas d'analyses, et du coup, il va falloir regarder un petit peu à l'intérieur de ces analyses. Donc, on va essayer de prendre un vrai profil. Je suis là, Mina, là. Tac. Hop, je vais pouvoir télécharger son PDF en version courte, normale ou longue. Ces versions, vous pouvez les paramétrer en haut à gauche dans mon compte. Et là, vous pouvez déjà personnaliser votre PDF en cliquant ici, en allant importer votre logo. Et du coup, sur les PDF que vous sortirez, il y aura votre logo à la place de Trimoji, en totale marque blanche, partout. Les rapports, vous pouvez aussi les paramétrer en cliquant sur modifier. Je veux modifier la version courte. Par défaut, c'est celle-ci. Bah non, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de ça et de ça. Et si je veux regarder ce que je suis en train de rajouter, je peux simplement cliquer dessus. Ah ok, d'accord. Oh non, ça je le vire. C'est trop compliqué. Je vais garder les carrières. Ouais, ça, je garde les carrières, c'est rigolo. Point fort, point d'effort, oui, ça je garde. Habitude de travail, je garde. En tant que collègue, je garde. Ouais, c'est super. Ah si, mon client, il m'a dit qu'il connaissait le MBTI. Ok, je lui mets le MBTI. Tac. Et donc, du coup, ça, j'ai paramétré ma version courte. Donc, quand, du coup, je vais pouvoir aller dans ma base de données et sortir un profil, par exemple lui, et que je vais faire télécharger le PDF ou voir le profil, version courte, et bien du coup, ça va aller me sélectionner que les éléments que j'ai sélectionnés. Voilà, je retrouve le MBTI en tant que collègue, les habitudes de travail, les types de carrière, les points forts, points faibles, l'environnement de travail, la synthèse de personnalité, c'est tout. Et du coup, c'est ça que j'envoie à mon client, quoi. Je peux aussi sortir exactement de la même façon, de la même manière, télécharger le PDF en version courte. Et du coup, ça va aller me sortir les éléments d'analyse qui sont sélectionnés dans le truc. J'ouvre mon PDF et j'ai que ce que je veux. Voilà, j'ai ça, ça, habitude de travail en tant que collègue, MBTI, point, fini. Voilà. Donc ça permet de vraiment gagner un peu de temps et de se dire, voilà, vous voulez les résultats en quoi, vous connaissez le MBTI, vous connaissez le disque, vous connaissez machin, enfin vous ouvrez ça le constructeur avec votre client, vous dites, vous connaissez quoi, le disque, le Big Five, le Processcom, le MBTI, le RIASEC? Ah oui, moi je connais le MBTI. Ok, bah, je peux vous envoyer les résultats en MBTI si vous voulez. Ok, super. Ça peut permettre aussi de s'adapter à son client et à s'adapter aux besoins de ce dernier. Maintenant, on va rentrer dans la fin de l'analyse et du coup, je vais essayer de faire ça en 20 minutes et ensuite, je vous laisserai aller manger. Donc, on va prendre une personne. Ah, bah tiens, Tony Fritz, je vais le faire, lui, parce que lui, concrètement, je le connais personnellement en plus. Donc, je vais aller dans la version longue. Hop. Alors, premier élément, moi, maintenant, quand je regarde un truc comme ça, je sais à quoi ça correspond. Là, j'ai une personne extravertie qui prend longtemps pour prendre ses décisions, qui est émotionnelle, qui aime bien le sens du spectacle et qui est hyper flexible et spontanée. Comment je peux déterminer ça? Alors qu'il n'y a rien devant. Je regarde les couleurs, ici. Et en fait, les couleurs correspondent au MBTI. Si vous voulez avoir le glossaire, vous allez dans Mes personnies et Profil Trimoji en haut. Ici, vous avez le code couleur. Quand c'est orange, c'est extraverti. Quand c'est rouge, c'est sensation. Quand c'est gris, c'est pensée. Quand c'est rose, c'est sentiment. Émotionnel, sens des valeurs, empathie. Et quand c'est violet, c'est perception. Adaptation, capacité, improvisation. Donc, du coup, ici, on a une personne extravertie, orange,
rouge sensoriel, rose émotionnel et vert et violet, pardon, flexible. La combinaison des 4 fait normalement, si je suis plutôt pas mauvais, E, S, F, P. Si je vais en MBTI, normalement j'ai ESFP. ESFP. Tac, tac, tac. Ok? Donc ça donne déjà des premières indications, et si vous regardez bien aussi, il y a une petite animation dans chaque petite bulle. Il y a un petit micro, il y a une petite scène, des petits rideaux. On a quelqu'un qui fait le show. Si vous voulez regarder dans le glossaire, vous pouvez regarder par exemple, là, il est comédien audacieux. Je vais regarder comédien audacieux. Bon, comédien audacieux, c'est orange, rouge, rose et violet. Là, je peux très cognitif. Orange, rouge, rose et violet. Comédien audacieux. Je peux cliquer sur ça et j'ai une petite vidéo qui m'explique un petit peu comment il est le comédien audacieux. Vous pouvez l'utiliser aussi voilà, j'ai quelqu'un de spontané, flexible, ingénieux, qui préfère un environnement libre, motivé par l'entraide, rythme de travail polyvalent. Ses forces, c'est quoi? Ses sens d'observation, audacieux, original, sens du spectacle, esprit pratique, esprit d'équipe. Super, axe d'amélioration. Facilement ennuyé, difficile de planifier à long terme, trop sensible, concentration à court terme. Ok, environnement favorable, c'est quoi? Environnement de travail dynamique, libre et rempli de nouveautés et surtout du contact humain. Ok. Intéressant, j'ai une personne active, donc plutôt autonome, plutôt prête à donner un coup de main et assez polyvalente. Ok, c'est intéressant. Voilà les informations que je peux capter déjà dans un premier temps, jusqu'avec ce petit encart qui est tout en haut. D'accord? Et puis après, vous avez la petite phrase ici, leader des brouillards, désir de rendre l'environnement si convivial et agréable que possible. C'est quelqu'un qui vous met à l'aise, quoi. Ici, c'est un disclaimer pour vous dire que le profil comédien audacieux est un des grands types de personnalités invertébrées par l'animalie, mais à l'intérieur de cette grande classe, il existe une infinité de comédiens audacieux. Il y a des comédiens audacieux qui sont plus ou moins comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et c'est ça qu'on va voir en croisant les datas dans la suite de l'analyse, qu'à l'intérieur de cette classe de comédiens audacieux, il y a une infinité de profils. Et qui sont tous des différences les uns par rapport aux autres. Et on va voir lesquels. Et ça, c'est un disclaimer qui dit que l'évaluation des candidats avec cette analyse ne se substitue pas à un processus de recrutement avec entretien, discussion et mise en situation. Ce n'est pas un outil de sélection, ce n'est pas un filtre. On ne filtre pas les gens avec un test de personnalité. C'est un élément qui nous apporte des datas objectives sur des choses qui étaient inquantifiables et qui étaient faites au feeling jusqu'à maintenant. Point. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'analyse de psychométrique, ça a à peine une centaine d'années. Et l'erreur dans les analyses est bien trop importante pour pouvoir être aussi objectif que des maths, de la physique ou ce genre de choses. Et que la mentalité humaine évolue bien trop rapidement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de refaire des photos à l'instant T de chaque étape de la vie parce que on n'est pas la même personne quand on avait 5 ans, 14 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, 60 ans, 80 ans, 90 ans. On ne sera pas la même personne tout au long de notre vie parce qu'il y a des éléments qui vont faire qu'on va changer. Les 6 éléments qui peuvent avoir une influence sur une ou plusieurs dimensions de notre psychologie, ce sont les suivantes. Changement de situation professionnelle, changement de situation géographique, décès, mariage, naissance, changement. Donc, ces éléments-là font que il y a des remises à jour de notre logiciel interne en se disant bah écoute, je m'adapte à la situation ou je ne m'adapte pas, ou j'ai envie de m'adapter, ou je suis contraint de le faire, et donc du coup notre personnalité s'en trouve impactée. On est évolutif, on perçoit notre environnement. Alors on a une base, et je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'on a en base et qu'est-ce qu'on a en phase. Ici, on a un avis candidat sur l'analyse. C'est-à-dire que dans l'analyse, chaque pastille rouge, ça voudra dire que la personne n'est pas d'accord avec ça. Et chaque pastille verte, ça voudra dire qu'elle est d'accord avec ça. La pastille grise, c'est qu'en général, une personne ne se positionne pas dessus. Dans la majorité des cas, c'est que la personne l'avoue qu'à demi-mot, comme la chanson. Et le orange, c'est que la personne n'est pas d'accord avec ça, non plus. Mais que du coup, il faudra débriefer avec la personne en disant
Ah bon, tu penses ne pas être comme ça? Mais pourtant, on regarde comme ci, comme ça, je lis la définition en dessous, jamais tu n'as été comme ça? Ou est-ce que tu auras un exemple dans ta vie professionnelle ou personnelle qui me montre le contraire? Ça, c'est des questions que vous pouvez poser en entretien. Est-ce que tu as un élément ou une expérience ou une situation dans laquelle tu as su faire preuve du contraire de ce que tu m'avances en tant que pas d'accord? Et là, si la personne bégaye ou qu'elle bug ou qu'elle n'arrive pas à trouver, bah, tu te dis, bon, bah, en fait, ce point orange, c'était plutôt un vert. J'espère que c'est assez clair, mais on va y revenir de toute façon. Ensuite, on a la synthèse de personnalité. Et là, ce qui est quand même pas mal, c'est que dans la version web, vous pouvez passer votre souris au-dessus pour avoir un petit peu plus de détails. Voilà, social, c'est quelqu'un qui est un moteur pour les interactions sociales. Flexible, qui s'accommode facilement aux circonstances nouvelles, etc., 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 etc. Ensuite, vous avez dans la section d'après l'environnement préféré et les environnements défavorables. Donc là, pas de contre-indication sur l'environnement. Par contre, il a un environnement préféré, cette personne. C'est travail dynamique, trépidant, liberté, nouveauté, contact humain. Bon. Si cette personne, on la met toute seule dans un bureau et que on lui demande de faire tout le temps la même chose, il y a de fortes chances qu'elle craque. Donc du coup, là, et en plus il est d'accord avec ça, qu'il faut des choses ben, libres, nouveaux, contact humain. Il y a un peu il y a un peu un profil commercial, il y a un peu un profil custom success, il y a un peu un profil ça va bien consultant et tout ça. Enfin là c'est voilà, c'est on a quelqu'un en tout cas qui va mettre l'ambiance. C'est un comédien. Environnement de travail. Là, je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus. Environnement de travail, c'est les emojis. Donc là, on s'appelle pas Trimoji pour rien, c'est qu'il y a énormément d'informations là dans cette page-là, devant les yeux. Une fusée, elle crame 40 000 litres de propergol pour partir dans la stratosphère. Propergol, c'est de l'essence, très 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 raffinée. Ce truc-là, si vous coupez le moteur de la fusée à mi-chemin, qu'est-ce qu'elle fait? Avec la traction terrestre, elle retombe. Donc elle a besoin d'atteindre son objectif le plus rapidement possible, d'atteindre l'orbite de la Terre. Le plus rapidement possible pour ensuite se reposer. Une fusée, elle a besoin de personne pour partir. Vous la construisez dans votre garage, vous mettez un peu d'essence, vous montez dedans et puis vous allumez les gaz. Vous pouvez partir tout seul dans la fusée. À l'inverse, enfin plutôt à l'opposé, on a le train. Le train, il est sur des rails. Le train, il fait plusieurs centaines de milliers de tonnes. Le train, quand il commence à démarrer, il met du temps à démarrer. Il fait pas zéro, il passe pas de 0 à 100 en 4 secondes et demie. Donc il va être sur des rails, il a une grosse inertie au départ, mais une fois qu'il est lancé, vous coupez le contact d'un train et continuez à avancer tout seul. C'est des images qui sont assez fortes et qui reflètent exactement la personnalité. C'est-à-dire qu'une fusée, ça va être quelqu'un de plutôt solitaire, autonome rapidement, et qui a besoin de défis et d'excitation et d'un objectif. Objectif lune. Le train, c'est quelqu'un qui va avoir besoin des autres, qui va avoir besoin d'un cadre, qui a besoin de process, qui va se mettre du temps à démarrer, parce qu'il va falloir un onboarding long. Mais une fois qu'il est parti, une fois qu'il a compris ce qu'il a à faire, c'est parti. Et on ne l'arrête plus. Ensuite, on a la notion de polyvalence au centre, ici, là. Et bien, cette notion de polyvalence, vous aussi, vous avez plein de souris sur l'écran? Ouais, Oui. ça fait ça depuis quelques temps. Mais c'est trop bizarre. Mais Attends. ça nous. Enfin, moi j'arrive à suivre quand même. Donc Oui, ça... moi aussi, parce que vous dites en même temps les... Ok, bah attends, je repartage mon écran parce que ça a peut-être fait un bug. Hein. Hop, je viens de m'en apercevoir. Fallait me le dire. Hop là, voilà. Pas de souci. Là, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Ok, ici vous avez la polyvalence qui est au-dessus, qui est au milieu. C'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est les deux. D'accord? J'imagine une fusée sur un train, posée sur un train. Et donc du coup, le train va l'emmener et ensuite il partira en fusée. La source de motivation, ça, c'est. Je vais te poser une question. Je vais faire à Laura. Laura, demain matin,
T'habites dans quel coin? J'habite à Nantes Nord. Ok. Demain matin, à Nantes Nord, je viens devant chez toi, à 4h du matin, et on va courir jusqu'à Brest. T'es chaude ou pas? Non, pas du tout. Ok. Laura, demain matin, à 4h du matin, je viens devant chez toi, et je te donne 1 million d'euros pour venir courir avec moi jusqu'à Brest. T'es chaude ou pas? Franchement, je suis même pas sûre. Ok. Je pense quand même. Je pense que je vais faire un effort quand même parce que c'est Quand pas tu les rien. verras devant toi, je pense que tu seras motivé. Ça aide. Mais Ok. c'est trop abstrait, quoi. Bon, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est-à-dire que t'as émis l'éventualité que tu pourrais réaliser ce truc-là alors que tu t'en sentais pas capable au début. Qu'est-ce que je viens de démontrer? C'est que la motivation, c'est un état, c'est pas quelque chose qui est inné. T'es pas né motivé pour courir 40 bornes ou 120 bornes. Hein. T'as besoin d'un état motivationnel pour pouvoir y aller. Et donc, du coup, ce qu'on a observé dans les personnalités, c'est que tu avais des gens qui étaient plus ou moins motivés pour faire des trucs. Et donc, du coup, en fonction de la personnalité. Et en fait, on a détecté 2 types de personnalités. On avait des team players et des team leaders. Les team players, ce sont des gens qui sont plutôt motivés par filer un coup de main, ne pas tirer la couverture à eux, donner spontanément, bah, être dans l'esprit d'équipe. Hmm. Et on a les challengers, donc les team leaders, qui sont plutôt dans je vais atteindre mes objectifs seul et je vais avoir un petit peu plus de mal à déléguer et pas penser collectif, mais plutôt challenge, compétition. Ok. Au milieu, on a un peu des deux. Les challengers en équipe. D'accord. Ensuite, on a le rythme de travail. Là, le rythme de travail, il est intéressant. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience sociale, mais quand vous baladez dans la rue et qu'il y a un crissement de pneus ou que, je sais pas, il y a un énorme tôle qui tombe sur le sol, vous avez des gens qui paniquent, qui font et puis des gens qui réagissent presque pas. Vous avez déjà remarqué ça? En fait, biologiquement, on est prédestiné à être tolérant ou pas au stress. Et c'est hérité de vos parents, vos grands-parents, vos grands-parents. Ça vient des générations sur génération, génération, génération. C'est ce qu'on appelle la transmission des gènes. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'effet Darwin, c'est-à-dire la sélection naturelle, une mutation qui entraîne dans une population soit une résistance élevée ou pas élevée au stress va déterminer en fait du coup la survie ou pas de l'espèce. Alors, pas forcément avec le stress, on a d'autres éléments, mais une girafe, enfin, pour vous expliquer le principe, c'est qu'une girafe, avant, c'était des chevaux, et puis celle qui a eu une mutation pour avoir un plus long cou, elle pouvait se nourrir et donc du coup se reproduire. Et donc du coup, celle qui avait de plus en plus des longs coups, c'est celle qui pouvait bouffer et celle qui pouvait se reproduire. Donc du coup, la sélection naturelle a fait que les girafes ont des longs coups, parce que c'était un milieu plutôt aride. Et donc du coup, et ben dans la sélection naturelle de l'homme et de la femme, il y avait des chasseurs et il y avait des cueilleurs. Et ceux qui partaient cueillir, et ben du coup, c'était des gens qui devaient avoir une tolérance assez élevée au stress parce que ils partaient tout seuls. Ils devaient avoir une assez bonne mémoire parce qu'ils devaient se rappeler les baies qui donnaient mal au ventre ou les baies qui donnaient pas mal au ventre et revenir pour passer pour un super ou une super cueilleuse pour pouvoir transmettre les gènes. Et puis de l'autre côté, on avait des chasseurs et des chasseuses. D'ailleurs, c'est une idée reçue de se penser que c'était les hommes qui allaient et puis que les femmes restaient à la grotte parce qu'il y avait aussi des chasseuses. Et que du coup, quand on allait chasser, bah, du coup, il fallait qu'on sollicite notre adrénaline de manière assez rapide parce que on restait planqué et dès qu'il y avait une proie, il fallait s'activer rapidement, communiquer rapidement avec les gens qui étaient autour pour pouvoir encercler le machin et la tuer pour manger. On revenait victorieux et du coup, on pouvait transmettre nos gènes, etc., 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 etc. Et puis ça, je vous parle de l'époque néandertale, mais ensuite, il y a eu des gens qui revenaient de la guerre parce qu'ils n'avaient pas peur. Il y avait des gens, etc., 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 etc. Donc, il y a une sélection naturelle qui s'est opérée sur des centaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, en fait, vu qu'on a la médecine, vu qu'on fait des travaux de bureau, etc., on a en nous le patrimoine génétique de sélection de plusieurs centaines de milliers d'années. Et en fait, on se retrouve dans un bureau avec des prédispositions à répondre plus ou moins fort au stress.
Et bah, du coup, bah, ça en fait des gens soit qui sont très tolérants au stress, donc des camions de pompiers. Donc c'est des gens qui vont plutôt avoir tendance à faire tous les trucs à la dernière minute parce qu'ils pensent avoir le temps et ils sont jamais stressés de rien. Donc ça en fait des gens plutôt désorganisés et qui en font les trucs à la dernière minute. Donc ces gens-là, il faut plutôt leur séquencer le boulot pour qu'ils puissent faire quelque chose. Parce que si l'on donne une échéance à 2 mois, bah, ils s'y mettront la veille pour le lendemain. Alors que en face, on a des personnes qui sont très, 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 très là, réguliers, hein, et qui sont très assujettis au stress et ils montent très, très fort, très, très vite. Et donc, du coup, ça en fait des personnes qui, en fait, ont tendance à planifier, à anticiper, justement pour pas se retrouver en état de stress. Donc ça en fait des très bons planificateurs. Ils ont besoin de rentrer dans une routine, etc., etc., etc. Donc en fait, notre prédisposition, et c'est le combo de ces 3 emojis qui détermine quelle est la structure de management, quel est l'encadrement et comment je board une entreprise, rapide, pas rapide, process, pas process, défi, pas défi. Comment je suis motivé, esprit d'équipe, pas esprit d'équipe, tout seul, en groupe. Et rythme de travail, est-ce que je gère les trucs à la dernière minute? Est-ce que je suis un super bon planificateur? Est-ce que je suis quelqu'un qui va pas stresser dans situation d'urgence ou plutôt que je suis quelqu'un qui va stresser en situation d'urgence? Donc là, je vois bien que cette personne-là elle va être autonome très rapidement, elle va préférer le travail en équipe et puis elle est plutôt polyvalente, c'est-à-dire qu'elle a un rythme en dents de scie, elle peut s'activer rapidement, baisser rapidement, activer rapidement, baisser rapidement. D'accord? Et donc du coup, en fait, il y a 9, 3 x 3, 9 combinaisons possibles, sauf que les 3 polyvalents n'existent pas. Donc du coup, il y a 8 combinaisons de Trimoji. Ensuite, on va avoir les forces et les axes d'amélioration du profil. Donc on va avoir à gauche les forces, à droite les points d'effort ou les faiblesses. N'appelez pas ça des faiblesses, appelez ça des points d'amélioration, des axes d'amélioration ou des points d'effort. C'est quand même plus sympa que de dire que c'est des faiblesses. Parce qu'en fait, une faiblesse peut être une force aussi. Tendance à éviter les conflits, ignore, évite les conflits, suractivité, facilement ennuyé, besoin d'excitation constante. Ça, c'est des constatations par rapport à ses forces, en fait, tout simplement. Parce que c'est quelqu'un qui a le sens du spectacle, qui est ingénieux, qui est rapide, qui est flexible, qui a esprit d'équipe, etc., etc. C'est quelqu'un qui a envie d'être original en permanence. Bah, du coup, suractivité. Tendance à éviter les conflits, bah ouais, parce que en fait, lui, il aime bien l'esprit d'équipe, et puis il aime bien être flexible, il s'accommode des situations nouvelles et des trucs comme ça, donc il est toujours OK pour les trucs et machin, etc. Trop sensible. Ouais, parce que lui, il aime bien les gens, il voudrait que tout se passe bien tout le temps, en permanence, prête attention aux gens, bavard, spirituel, manque rarement de sujets de discussion. Donc, en fait, c'est les défauts de ses qualités. Et du coup, là, vous pouvez voir que... Alors ça, c'est une vraie analyse en plus. Hein. Ça, c'est le mec qui est d'accord avec tout, quoi. Donc ça arrive. Après, il peut arriver aussi d'autres éléments. Je vais aller en chercher une où il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Ça peut être plus intéressant. Une vraie, Mina, 74%, c'est encore élevé, 82, 88, 62, il n'y a pas un 60. Ah voilà, 69%. Là, on a une personne qui est un petit peu pas d'accord. Ah, bon, ça m'étonne pas parce que c'est une capitaine énergique. Ok. Là, j'ai quelqu'un qui dit non, je suis pas d'accord, je préfère pas les environnements hiérarchisés. Et là, elle me dit non, je suis pas d'accord, j'aime pas les environnements non structurés ou trop libres. En fait, t'es d'accord avec rien du tout, quoi. Donc ça se débriefe en entretien. Ça se dit bon, c'est quoi ce délire là? Pourquoi t'es pas d'accord? Enfin, ça n'a pas de sens. Tu n'aimes ni les milieux hiérarchisés ni les milieux libres. Donc qu'est-ce que tu aimes en fait? Donc, et cette personne-là, je sais très bien par expérience, c'est un capitaine énergique. C'est une personne extravertie, intuitive, logique, qui respecte les règles. La croissance, plus le panneau pour... c'est un capitaine de bateau. Donc le capitaine, quand on lui dit, toi t'aimes les milieux hiérarchisés, le capitaine il dit non, c'est moi la hiérarchie. Moi, je donne une hiérarchie en aval, j'en prends pas en amont. C'est moi le capitaine. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a dit non, je n'aime pas les environnements hiérarchisés. En fait, si,
C'est en aval que tu aimes bien les milieux hiérarchisés et ne préfère pas les environnements non structurés ou trop libres. Vu que c'est une personne plutôt intuitive, à mon avis, elle a lu trop rapidement le truc et elle a dû dire, elle a vu environnement non structuré ou trop libre, non. D'accord? Donc ça se débriefe aussi. Et la personne peut-être en débrief, et sûrement même, elle va se dire: «Ah oui, j'ai peut-être lu un petit peu trop vite. Oui, non, effectivement, j'aime pas quand c'est trop libre ou non structuré». Ensuite, là, on retrouve la même chose. Tu préfères un environnement hiérarchisé plutôt que libre? Non! Rouge de fou! D'accord? Et bah, du coup, en fait, cette personne-là, effectivement, ça déjà, il y a une cohérence avec ce truc-là, mais là, clairement, c'est une personne qui préfère donner des ordres plutôt que d'en suivre. Source de motivation, polyvalent. Bon, et là, il se mouille pas trop. Rythme de travail, polyvalent. Ah, tiens, c'est intéressant. Pourquoi gris? Bah, faut lui demander, tu préfères plutôt l'urgence ou plutôt la régularité? Et là, vous avez une data en plus sur la personne. Ah, bon, il n'y a pas de rouge, il y a du gris. Il y a des zones grises, comme on dirait. Confiance en soi, pour sûr. Pensée stratégique, pour sûr. Charismatique, pour sûr. C'est marrant parce que c'est rare quand même que les gens soient pas d'accord avec des forces. Donc du coup, la personne énergique apprécie diriger leurs équipes et mettre en œuvre les plans et objectifs moyennement. Ah, ça c'est intéressant parce que ça pourrait potentiellement coïncider avec ce truc-là. Donc, on peut aller poser la question en disant, même sur les points verts, hein, en disant, «Bon, est-ce que vous pouvez me donner une expérience professionnelle ou personnelle dans laquelle vous avez su faire preuve de confiance en vous?» Et là, vous écoutez la personne pour raconter son histoire de leader incroyable. OK, super. Vous pouvez m'expliquer, une expérience professionnelle ou personnelle dans laquelle vous avez su faire preuve de volonté et que vous n'abandonnez pas quand les choses se compliquent? Et là, vous la laissez s'expliquer sur sa forte volonté à brasser contre vents et marées pour rester dans la, dans l'image du capitaine de bateau, etc., etc. Ah, bon. Peut-être perçu comme froid. Oui, c'est vrai, j'ai l'air froid. Têtu, oui, je suis d'accord. Dominant, oui, je suis d'accord. Arrogant, ah non. Ah bon? D'accord. Mais quand t'es dominant, têtu et froid, t'as pas l'air arrogant. D'accord, OK. Parce que ça, en fait, ça, c'est la même chose, hein. C'est exactement pareil, tous. Tout ça, c'est exactement pareil. Mais ce profil-là, il est violent quand même. Parce que c'est un des seuls profils où il y a quand même froid, intolérant, impatient, arrogant, têtu, dominant. Il est très violent celui-là. Très, très violent. Et en général, les gens qui sont comme ça, soit ils sont d'accord avec rien du tout, et donc là, du coup, on se dit biais de désirabilité sociale, plus. Ça se débriefe. Soit le mec qui est d'accord avec tout, en se disant ouais, je suis comme ça, et alors? Soit la personne, voilà, est un petit peu plus pondérée, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, puis qui se dit bon, quand même, hein, on va pas non plus, pas déconner. Mais là, du coup, bah, on peut aller se dire, est-ce que pour voir si c'est vrai ou pas, on peut dire bon, est-ce que tu peux paraître hostile à toute idée qui te détourne de tes objectifs principaux et aux idées basées sur des considérations émotionnelles? C'est-à-dire, bah, je sais pas, est-ce que quand tu es au travail, tu te rallies à l'idée du groupe même si tu pas d'accord avec les faits ou les qui sont avancés? Bah non, pas du tout. OK, d'accord. Du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te dise que tu étais arrogant? Et en général, ces gens-là, ils disent: «Oh oui, ça m'est déjà arrivé». Et comment vous l'expliquez? Bah, il va te donner une réponse et cetera et cetera. S'il sait pas te la donner, tu peux dire, bon, tu bien quand ça va vite, hein? Et quand faut prendre une décision, rapide, quoi. Oui, oui, j'aime bien et du coup, si les gens ont l'air un peu lents en face de toi, tu as tendance à les charrier? Oui, ça arrive. OK. Donc ensuite, on a quoi? C'est intéressant lui. Hop, je vais repartir quand même sur lui. Tac. Ensuite, on arrive sur les 4, fonctions cognitives. Tu vois, hein, c'est 4 cases. Je vais le minimiser comme ça. Là, il y a 4 cases, il y a 4 cercles. 1, 2, 3 et 4.
Tac. Et ben en fait, ça, je vais vous schématiser le truc. Ici, là, sur cette case-là, je mets de l'essence dans la voiture. Ici, je prépare mon itinéraire. Ici, je conduis. Et ici, je respecte ou pas le code de la route. Tac. Donc en gros, qui veut me donner la différence entre un extraverti et un introverti? Attention, c'est parti. Question pour un champion. C'est quoi l'introverti? C'est quoi quelqu'un d'introverti, Eleonore? Comment? C'est quoi quelqu'un d'introverti, Eleonore? Bah, moi, j'ai jamais vraiment réussi à cibler la différence entre les deux, mais je dirais quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un de réservé, quelqu'un qui est pas trop démonstratif, alors que à l'inverse, un extraverti, il va pas avoir de mal à, par exemple, à, à parler devant les autres ou à partager avec les autres. Il est plus social en tout cas. Enfin, je le vois comme ça. Je sais pas si c'est la bonne définition. Oui, c'est ça. Il y a le côté social, effectivement, ouais. Il y a le côté social ou antisocial, etc., etc. Alors ça, c'est le cliché de l'introverti, c'est quelqu'un d'asocial. Et en fait, moi, je dirais non. Donc, qui met en retrait, qui est plutôt quelqu'un qui est en retrait, qui est plus en observation et qui va se mettre en retrait. par rapport à Exactement, quelqu'un ça va être quelqu'un d'introverti. qui est plutôt en observation et je rajouterai juste une chose, dans la plupart du temps. La plupart du temps. C'est-à-dire qu'un introverti, en fait, il commence sa journée, il a 5 points. Et à chaque interaction sociale, il perd 1 point. Et donc, du coup, il a besoin de s'isoler ou elle a besoin de s'isoler pour récupérer de l'énergie. Parce que les interactions sociales, c'est possible, et ça l'épuise. Et un extraverti, il va commencer sa journée, il a 0 point. Et à chaque interaction sociale, il gagne 1 point. Et quand il se retrouve tout seul, c'est là où il perd de l'énergie. Donc là, il gagne de l'énergie en ayant des interactions sociales. C'est la différence entre un introverti et un extraverti. Ça veut dire qu'un introverti, sur cette base-là, peut sembler extraverti, mais dans une période plus courte de temps. C'est tout. Bon, là, on a un extraverti très très fort, hein. Plus là. Ouais, là, c'est du Maza. C'est du Mastar. Du coup, ce profil tire son énergie du monde extérieur et des interactions sociales. Donc, dynamisme, facilité de contact, goût de l'action. Tendance à l'excès de parole, blablabla, tendance au manque d'écoute, blablabla, acte davantage motivé par les émotions que basé sur des faits. Donc, oh, comment ça va, comment tu te ressens, comment tu le sens, patati patata. Donc, intérêt pour la personne et le monde extérieur à fond la caisse. 7% d'introversion, c'est pas beaucoup quand même. Donc, c'est une personne, tu le mets tout seul chez lui ou tu le mets en prison, il est pas bien. Ouais, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas se poser. Ah, je m'entends à chaque fois. Oui, c'est une personne qui sait pas Qui ne sait pas se poser, Non. du coup. Ouais. Il peut se poser, hein, mais 7% du temps. Ouais, D'ailleurs, sur 100 minutes, il se pose 7 minutes. Est-ce qu'on peut le mettre sur quelqu'un, une personne hyperactive, par exemple? Est-ce que c'est ça? Non. Non, Non, pas forcément. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, là, c'est juste comment tu fais le plein de la voiture. D'accord. C'est comment tu gagnes de l'énergie. Est-ce que ça te fait plaisir de voir les gens ou est-ce que ça t'épuise? C'est tout. Ensuite, on a comment je recueille l'information, comment j'observe autour de moi. Est-ce que tu peux couper ton micro? J'aime bien le tendance à l'excès de parole. Imagine quelqu'un qui parle beaucoup trop. Bah, c'est ça, c'est tendance à monopoliser l'auditoire, à raconter des histoires, voilà, à tenir. Bah, c'est un comédien audacieux, hein. Il tient la rampe, quoi. Mais c'est vraiment intéressant. Et Aurélien, je voudrais dire que depuis le décryptage, on va dire, du test, j'ai relu le mien pendant qu'on faisait la formation là, tout à l'heure, enfin là, depuis ce matin, et je suis un peu plus d'accord du coup avec les choses qui ressortaient, parce qu'en fait, notamment l'environnement hiérarchisé, je l'avais pas compris comme tu l'as présenté avec l'histoire de la fusée, le petit train, etc. Et donc du coup, je suis carrément avec cette analyse, je suis plus dans le... Je me dis, ah oui, en effet, ça me correspond. C'est pas comme je l'avais interprété, l'analyse. Ouais, bah ça veut dire que j'ai encore du boulot à faire, tu vois. Ah,
Ah bon? Bah ouais, parce que si t'as pas compris, c'est que c'est pas assez ludique et que c'est pas assez c'est pas assez Hum. clair. Donc Bah, du c'est vrai coup, qu'au il faut premier que coup d'œil, quand moi je le lisais pour moi-même, je pensais que l'environnement hiérarchisé, ça signifiait que j'avais besoin d'un supérieur, par exemple, que j'avais mmh, besoin que quelqu'un me donne les directions, etc. Alors que non, en fait, j'ai surtout besoin d'un cadre. Et ça, je l'ai compris quand tu as expliqué, c'est lui qui prend la fusée ou le train. Moi, je suis le petit train. Et donc, le ouais, petit train, en effet, une fois que tout est défini, hop, je fonce et on m'arrête plus. Mais par contre, j'ai pas forcément besoin d'avoir un chef ou d'avoir quelqu'un qui m'envoie les consignes, en fait. ouais, ouais, Mais c'est comme ça je l'avais interprété, donc c'est à la lecture. Mais tu vois, quand toi tu analyses de vive voix, en tout cas pour ma part, je comprends beaucoup mieux les résultats du test. il faudrait peut-être que je mette des petites sessions de vidéo, ici en dessous pour expliquer chaque truc, non? Ah, ça pourrait être intéressant. Ou de l'audio, peut-être, Ou de l'audio, oui, c'est vrai. en mode podcast. En donnant des exemples comme tu as fait, finalement, c'est vrai que c'est tout de suite plus parlant. Oui, bah, souvent c'est ça. C'est pour ça que ça nécessite un débriefing parce que la personne peut mal interpréter. Oui, tout à fait. En fait, c'est bien OK. qu'on le sache, nous, pour bien justement le présenter au candidat après. Mmh. Donc là, je mets le plein dans la voiture. Donc là, clairement, j'ai besoin de rouler pour mettre de l'essence. Ici, comment je recueille l'information? C'est-à-dire que comment je vais observer mon environnement? Est-ce que je vais prendre beaucoup d'informations avant de prendre une décision ou est-ce que je vais prendre deux trois trucs et puis hop là, c'est parti? Donc en gros, est-ce que je vais observer je vais regarder la carte, où est par quelle station-service je vais passer, heu, quel est le trajet, combien de kilomètres, quels sont les arrêts, quelle est, l'heure d'autoroute sur laquelle je vais me poser, tout mon itinéraire en gros? Ou est-ce que je rentre dans la voiture, c'est parti? On verra bien où on ira. Et du coup, là, on voit qu'on est en 5 sens quand même, alors c'est presque moitié-moitié, hein. Mais, quand 5 sens, c'est-à-dire que tu as besoin de toucher avec les mains, avec les doigts, donc tu as besoin d'analyser, hein, de récupérer de l'info. Et le sixième sens, c'est, on verra bien, c'est intuitif, c'est parti. Donc là, pas besoin de beaucoup d'informations avant de prendre une décision. Là, beaucoup d'informations avant de prendre une décision. Donc là, on voit qu'on a une moitié-moitié. Et ça aura son importance tout à l'heure quand on verra le MBTI, parce que ça, c'est la limite du MBTI. C'est quand on est autour de 50%, on passe d'un profil à un autre. C'est ce qu'on appelle des profils multipotentiels. Comment ce profil prend ses décisions? Bon, bah, j'ai mis de l'essence dans la voiture, j'ai analysé mon itinéraire, maintenant il va falloir que je conduise. Donc je suis rentré dans la voiture, j'ai mis le contact et du coup, je roule. Il y a des gens dans la voiture. Les gens dans la voiture, j'arrive à un embranchement, une intersection. Je me doute que c'est à droite. Je me dis, franchement, c'est à droite parce que là, c'est moi qui conduisais, personne, enfin, tout le monde dormait. Et là, tout le monde se réveille dans la voiture et tout le monde dit, c'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche. Et moi, je dis, non, c'est à droite, c'est à droite. Non, c'est à gauche, c'est à gauche. Bon, ben, si je suis empathique, je fais, allez, bon, d'accord, ok, je me rallie au groupe et je vais à gauche. Alors que je sais pertinemment que dans mon phare intérieur, c'est à droite. Et si je suis logique, je fais, bon, fermez-la. C'est à droite, je vous dis. Ok? Je vous écoute pas, j'en ai rien à faire de ce que vous dites. Donc, je me base sur des faits quand je suis logique et je me base sur les émotions quand je suis émotionnel, tout simplement. Donc, je préfère retarder un peu l'échéance quand je suis émotionnel et pour faire preuve d'empathie et pour arrondir les angles, plutôt que d'être sharp et de me faire des ennemis et de réfléchir de manière 100% logique basée sur des faits. Donc là encore, on voit qu'on est à peu près à égalité. On a une personne un peu plus émotionnelle que logique, tout de même. Quel est son mode d'action? Ben, est-ce que je respecte le code de la route ou pas? Et là, non. Qui s'accommode facilement aux circonstances nouvelles, non, je vais trouver un moyen plus court de faire les choses. Alors que si je suis en maîtrise, je ne déroge pas aux règles établies. Je mets de l'essence dans la voiture, je fais mon itinéraire, ensuite j'écoute ou pas les gens dans la voiture et je respecte ou pas le code de la route. En gros, les 4 trucs que je viens de vous décrire là, c'est les 4 éléments du MBTI. Soit je suis extraverti, introverti, sensoriel, sensoriel, intuitif, logique, émotionnel, maîtrise, flexibilité.
percepteur. Les types de carrière ensuite, les habitudes de travail ensuite, en tant que collègue ensuite, en tant qu'employé. Ensuite, j'ai le disque. Le disque, c'est 2 dimensions. En haut, je suis extraverti, en bas, je suis introverti. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. À gauche, je suis centré sur le résultat, c'est-à-dire logique. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Et à droite, je suis plutôt empathique, donc émotionnel. Si je suis très extraverti et très centré sur le relationnel, je suis un jaune, pur jaune. Si je suis très introverti et très logique, je suis un pur bleu. Et en général, le disque, un bleu va bien avec un jaune, un rouge va bien avec un vert. C'est la diagonale qui fait les matchs. C'est comme ça, c'est une observation qui a été faite. C'est un modèle qui date de 1928, voilà. Donc, il est assez limité parce qu'il n'y a que 2 dimensions. On voit bien que parfois, on a 2 points qui sont superposés et donc du coup, comment on différencie 2 points qui sont superposables? Bah, ça devient très compliqué. Et un point qui est au centre, bah, ça veut dire qu'il est autant logique qu'émotionnel et autant extraverti qu'introverti. Donc du coup, on arrive dans la limite du modèle. Donc il faut une 3e dimension qui est par exemple, je sais pas, sa conscienciosité, qui est son agréabilité, qui est sa créativité ou un truc comme ça pour pouvoir rajouter une dimension pour qu'il y ait que tu puisses comparer 2 points qui sont superposés sur cette représentation. Vous me suivez? Ouais? Vous pouvez faire des pouces, hein. OK, good. Ensuite, j'ai en tant que manager, là ici, Rensis Likert, il a fait des choses bien dans sa vie. Il a fait les échelles de Likert. Pas d'accord, pas du tout d'accord, un petit peu d'accord, complètement d'accord, je ne sais ni d'accord ni pas d'accord. Bah, c'est lui qui a fait ça. Rensis Likert, c'est ce qu'on appelle des échelles de Likert, qu'on utilise partout, tout le temps. Les étoiles sur Uber, c'est lui. Pas mal, hein. Donc, du coup, il a fait aussi une 2e chose, c'est ce qui s'appelle le M4. Et ça, c'est le management. C'est-à-dire que 4 styles de management. Mais en vrai, c'est pas 4 styles de management. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styles de management. Parce qu'il y a aussi les intersections. Et là, ça fait bout. Mais bug ma souris, c'est pas possible. Attends, hop. Tac. Hop. Voilà. C'est bon là comme ça? Ouais, c'est bon. Donc du coup, on a plusieurs. Et encore, c'est fou. Bref. Donc on peut avoir une position en plein milieu de la case ou une position entre les deux. Donc là, par exemple, là, je suis sur le participatif. Donc c'est une personne qui va dire, bah les gars, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre participatif et persuasif, c'est qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire à ce moment-là? Ok, d'accord, je recueille les informations, je prends la meilleure, et ensuite je dis, ok les gars, on va faire ça, et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous motiver pourquoi pour faire ça. Le persuasif, c'est, je vous pose pas la question, on va faire ça les gars, et c'est comme ça qu'on va le faire, et patati et patata, et je te motive, et je te motive. Entre le persuasif et le directif, là c'est, bon les gars, il faut faire ça, je te motive un peu, mais pas trop. Le pur directif, Steve Jobs, je t'ai dit de faire ça, t'en es où, t'as fait quoi, etc., etc. Je suis centré sur le résultat et j'ai une implication très forte du manager. Donc je suis en mode Elle est où là ta souris? Elle est à quel endroit? directif. D'accord. Mais attends, c'est pas possible. Directif si. Mais c'est pas normal que cette souris ait fait ça. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est incroyable. Trop bizarre. Donc le pur directif, c'est un Steve Jobs. T'en es où? T'as fait quoi? Il faut faire ça. Et ensuite, on a le délégatif. Le délégatif, c'est occupez-vous-en. Voilà. Ensuite, tu as le Big Five. Le Big Five, il se lit de la manière suivante. La première, c'est l'extraversion. L'extraversion, c'est si je suis bas dans l'extraversion, donc c'est-à-dire à gauche, je suis plutôt introverti. Et si je suis haut en extraversion, je suis plutôt extraverti. Si je suis plutôt haut en conscienciosité, ça veut dire que je suis plutôt monotâche. Je fais un truc, et une fois que j'ai terminé, je recommence une autre, mais pas avant. Et si je suis plutôt bas en conscienciosité, et ben du coup, j'ai tendance à faire plusieurs trucs en même temps et à rien finir. L'agréabilité, c'est la capacité à savoir dire non. Et l'agréabilité haute, c'est la capacité à toujours dire oui.
donc se surcharger de taf, par exemple. Ouverture, j'ai plutôt, j'aime les nouveautés, la créativité, la spontanéité, les choses nouvelles, la flexibilité et tout. Et quand je suis dans l'ouverture basse, c'est plutôt les process. On a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on ferait autrement. Donc après, il y a le détail ici à chaque fois. La ProcessCom, modèle, modèle qui a été créé, inspiré de la process, enfin ça c'est ModCom, c'est un modèle inspiré de la ProcessCom, qui est une typologie de personnalité qui descend de l'analyse transactionnelle et qui a été commandé par la NASA dans les années 70 à Ty Keller pour envoyer des mecs sur l'orbite, en orbite ou sur la Lune. Donc avant d'envoyer des gens dans une capsule, dans un environnement très hostile, avec pas mal de pression, bah, fallait quand même un petit peu s'assurer qu'ils allaient tenir le coup et puis qu'ils allaient bien s'entendre une fois arrivés là-haut. Et surtout que le seul moyen de communication avec ces gens-là, c'était la radio, donc j'avais besoin de connaître son matricule, parce que si jamais il y avait une avarie moteur ou une avarie de quelque type que ce soit là-haut, et ben, il va falloir que je trouve le meilleur mode de communication avec la personne pour pouvoir qu'elle résolve la situation en toute détente. Donc ça s'appelle ModCom ou ProcessCom, Process Communication. Donc ça décrit en général une base, et la base, c'est le point le plus haut. Ici, je suis promoteur. Et ensuite, la phase. La phase, c'est le deuxième point le plus haut. Donc là, ici, je suis rebelle. Donc je suis un promoteur rebelle. Donc je suis quelqu'un de direct, persuasif. J'aime les sensations fortes. Donc pour avoir une bonne communication avec moi, il faut faire ça. Les sources de stress, c'est ça. Et ma première phase, c'est créatif ludique. Pour avoir une bonne communication avec moi, c'est ça. Et les sources de stress, c'est ça. Et ainsi de suite. Et ensuite, ma deuxième phase, c'est empathique, ici. Le MBTI maintenant, ESFP. Et du coup, là, je vois que j'ai un point qui est assez proche de la case. Donc, du coup, je me dis, tiens, c'est marrant, introverti, extraverti. Je suis très extraverti. Hein, j'ai cette dimension. Donc là, je suis plutôt en bas à droite de la case. Intuitif sensoriel. Du coup, là, même combat, hein, je suis à peu près à droite aussi. Mais je regarde ici que là, c'est 54%. Je suis autour. Je suis quand même pas mal autour du sensoriel, quoi. Et puis là aussi, émotionnel, ça m'embête un peu. Alors, presque 60%, ça va. Mais le 54, entre 45 et 55, je suis assez autour de la moyenne, donc du coup, j'ai les risques d'erreur dans le MBTI. Donc ça veut dire que si je suis 54% sensoriel, ça veut dire que je suis 46% intuitif. D'accord? Donc je peux pas me mettre dans une case ou dans une autre. Là, clairement, on est extraverti, hein, je suis 7% introverti. Donc, clairement, je suis extraverti, la case va me correspondre. Mais quand je suis autour de 50%, je passe d'une case à une autre. C'est-à-dire que si je suis à 51, bah, je suis placé dans la case 51 sensoriel, et par contre, j'ai quand même 49% d'intuition. Mais je suis considéré comme un sensoriel. Mince, quoi. Donc, du coup, c'est ça la limite du MBTI, c'est que quand on arrive autour de la moyenne, autour de 50%, et ben, du coup, le modèle devient imprécis parce qu'on passe d'une case à une autre très facilement.